Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Par une matinée glaciale de novembre à Chicago, les premiers souffles de l'hiver s'immisçaient entre les hauts immeubles de verre et d'acier. Les rues, encore lustrées par la pluie de la veille, brillaient sous une lumière grise. Le vent, mordant et humide, soufflait à travers les allées, soulevant ici et là des feuilles mortes collées au trottoir. Les passants pressaient le pas, emmitouflés dans leurs manteaux, les visages crispés par le froid. Le ciel semblait suspendu, lourd et silencieux, comme si la ville retenait son souffle. Michael Green sortit du hall en marbre d'une des tours du quartier financier, le téléphone à l'oreille, des dossiers sous le bras. À 44 ans, il incarnait la réussite moderne. Costume gris anthracite taillé sur mesure à Milan, montre suisse discrète mais hors de prix, cheveux poivre et cils soigneusement peignés, démarche assurée. PDG d'un fonds d'investissement parmi les plus puissants du pays, il gérait des millions comme d'autres remplissent un verre d'eau. Son regard était aiguisé, toujours en mouvement, à l'affût de la prochaine décision à prendre, du prochain contrat à sceller. Il n'avait pas l'habitude de lever les yeux lorsqu'il marchait dans la rue, encore moins de s'arrêter. Mais ce matin-là, quelque chose le freina. Un détail. Un frisson dans l'air, ou peut-être une intuition. Il venait de passer devant une bouche de métro, lorsque son regard fut attiré, malgré lui, par une forme recroquevillée sur le trottoir, à l'ombre d'un mur de briques noirci par le temps. Une femme. Assise au sol. Sale. Amaigrie. Son visage était partiellement dissimulé sous un bonnet usé, ses traits tirés par le froid et la fatigue. Elle portait des couches de vêtements dépareillés, trop grands, déchirés par endroits. À ses côtés, blottis sous une couverture trop fine pour la saison, deux petits enfants dormaient serrés l'un contre l'autre. Un garçon et une fille, des jumeaux à en juger par leur taille et leurs traits délicats, sans doute âgés de 4 ou 5 ans. Michael se inmoviliza. Il y avait une tristesse poignante dans cette image, mais aussi une familiarité inexplicable. Il voulut détourner les yeux, comme il l'avait fait tant de fois dans cette ville qui déborde de détresse invisible. Mais au moment où il allait continuer son chemin, la femme bougea légèrement. Elle ajusta la couverture sur les enfants, puis leva la main pour frotter son visage, et c'est là qu'il la vit. La bague. Simple. Elegante. En or blanc. Surmontée d'une petite pierre bleue, taillée en gouttes d'eau. Le cœur de Michael se serra violemment dans sa poitrine. Cette bague, il la connaissait. Pas une imitation. Pas une pièce commune. Il l'avait lui-même dessinée, des années auparavant, pour une personne bien précise. Emily Carter. Son premier amour. Son étoile disparue. La jeune fille aux yeux d'azur et aux mains tachées de fusain, qui dessinait les rêves qu'ils formaient ensemble sur les bancs de leur lycée, dans une petite ville tranquille de l'Indiana. Le temps sembla se figue. Le bruit des voitures, le vent, les klaxons, tout s'effaça. Il ne restait plus que cette vision, une femme brisée par la vie, et cette bague, témoin silencieux d'un amour que le temps n'avait jamais tout à fait effacé. Il s'avança de quelques pas, lentement, comme hypnotisé. Les souvenirs revinrent en vrac. Lui, timide et studieux, fils d'un ouvrier d'usine et d'une infirmière. Elle, pétillante et rêveuse, toujours un carnet à dessin à la main, toujours un sourire au coin des lèvres. Ils étaient devenus inséparables au fil des années. Ils partageaient tout, leurs espoirs, leurs peurs, leurs promesses d'avenir. Émilie voulait devenir illustratrice de livres pour enfants. Lui voulait sortir sa famille de la précarité et bâtir un empire. Mais ils avaient décidé qu'ils le feraient ensemble. Le soir du bal de fin d'année, il lui avait offert cette bague. Pas une bague de fiançailles, pas encore. Mais un symbole. Une promesse. Il se souvenait de ces mots exacts, prononcés d'une voix tremblante alors qu'ils étaient seuls sous les étoiles, assis sur le capot de sa vieille voiture. Peu importe où la vie nous mène, je te retrouverai toujours. Mais quelques semaines après leur dernier baiser, leur dernière promesse échangée sous les étoiles d'un été trop court. Emily disparate. Sans un mot. Sans une lettre. Sans un adieu. Michael s'était d'abord dit qu'elle avait eu un empêchement, qu'un contretemps familial l'avait retenue. Il lui avait envoyé des messages, laissé des dizaines de messages vocaux. Puis des lettres. Il s'était rendu à son domicile, cette vieille maison blanche au bout de Sycamore Street, avec le porche en bois où ils avaient tant ri ensemble. Mais il ne trouva que le silence. Les volets étaient fermés.
Une pancarte à vendre avait été plantée dans la pelouse, sans avertissement. Le jardin, d'habitude si bien entretenu par la mère d'Emily, était envahi par les mauvaises herbes. Un vieux voisin lui avait dit, en haussant les épaules, que la famille Carter avait tout simplement disparu du jour au lendemain. Personne ne savait pourquoi, ni comment, ni où. Michael, anéanti, n'avait pas voulu y croire. Il avait fouillé les registres scolaires, contacté d'anciens professeurs, appelé les hôpitaux, les foyers, même les postes de police. Rien. Pas de dossier de transfert. Pas d'accident enregistré. Pas de trace. Il se sentait comme un homme debout sur le quai d'une gare où le train ne s'était jamais arrêté. Le cœur brisé, il avait gardé cette douleur au fond de lui comme une braise qu'on n'arrive pas à éteindre. Il passait ses nuits à rejouer les derniers instants, à chercher les indices qu'il aurait pu manquer. Et peu à peu, cette blessure s'était transformée en un vide amer. Avait-elle changé d'avis? Avait-elle rencontré quelqu'un d'autre? Lui avait-elle menti toutes ces années? Il n'avait jamais su. Il avait seulement appris à vivre avec l'absence. Les années étaient passées. Michael avait avancé, mais une partie de lui n'avait jamais guéri. Et voilà que 20 ans plus tard, au détour d'un trottoir glacé de Chicago, elle était là. Vivante. Mais méconnaissable. Son visage était creusé, marqué par le froid, par la fatigue, par les années. Ses cheveux étaient ternes, attachés à la hâte sous un bonnet. Ses mains, si fines jadis, étaient calleuses, gercées par la rue. Et pourtant, c'était bien elle. Il l'aurait reconnue entre mille. Michael, pétrifié, ne put faire un geste. Il resta à distance, dissimulé derrière un abribus, son cœur battant avec violence dans sa poitrine. Il avait les mains tremblantes, incapable de bouger. Il resta là plusieurs minutes, peut-être une heure entière, à l'observer. Elle murmurait quelque chose à ses enfants. Elle leur chantait peut-être. Elle les berçait avec une douceur déchirante. Puis il s'éloigna. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta debout devant la fenêtre de son appartement luxueux, regardant les lumières de la ville clignoter comme des souvenirs. Son esprit était noyé de questions, de douleurs anciennes, de regrets et d'un espoir qu'il avait cru mort. Le lendemain matin, malgré lui, il revint. Il portait un manteau long, un bonnet sombre. Il voulait rester discret, encore une fois. Il craignait, il ne savait pas quoi. Être rejeté? Ou que tout cela ne soit qu'une illusion? Mais non. Elle était encore là. Assise au même endroit, blottie contre ses enfants. Elle essayait de les réchauffer, de leur murmurer des mots rassurants malgré la morsure du froid. Michael s'approcha, lentement. Chaque pas lui semblait peser une tonne. Arrivé à quelques mètres, il prononça enfin son nom, d'une voix rauque, à peine plus forte qu'un souffle. Emily. Elle leva la tête, surprise. Son regard, d'abord méfiant, croisa le sien. Et là, tout s'arrêta. Ses yeux bleus, bien qu'affaiblis, étaient toujours aussi clairs. Ils s'écarquillèrent. Un tremblement agita son visage. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot ne sortit tout de suite. Puis, d'une voix cassée par les années, par la douleur, elle murmura. Michael. Elle eut un sanglot. C'est impossible. Michael, bouleversé, s'agenouilla doucement devant elle, sans se soucier de son costume, de la crasse du trottoir, ou des regards qui se posaient sur eux. Il ne voyait qu'elle. Emily. Il voulait pleurer, la prendre dans ses bras, effacer les années. Mais il n'osait pas la toucher. Alors, il murmura, avec une émotion retenue. Tu es vivante. Tu es là. Il déglutit, ses yeux humides. Qu'est-ce qui s'est passé, Emily? Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Elle baissa les yeux. Ses mains tremblaient autour des épaules de ses enfants. Elle voulait parler. Mais elle n'y arrivait pas encore. Elle était trop submergée. Trop brisée. Michael sentit alors que la vérité, la vraie, n'allait pas être simple. Qu'il y avait derrière cette disparition un secret, peut-être même une tragédie. Mais il était prêt. Prêt à écouter. Prêt à tout entendre. Car pour la première fois en 20 ans, il l'avait retrouvée. Ce soir-là, Michael ne voulait pas la brusquer. Il savait qu'Emily avait besoin d'un espace calme, loin du froid, des regards, de la rue.
Il l'emmena dans un petit café discret au coin de Southport Avenue, un de ces lieux chaleureux où les lumières sont tamisées et où l'on sent encore l'odeur du café moulu dans le bois des murs. Il demanda une table isolée dans le fond, près d'un radiateur. Émilie, emmitouflée dans le manteau qu'il lui avait prêté, tenait ses enfants sur ses genoux. Elle était encore méfiante, encore fragile. Mais elle accepta un chocolat chaud, et ses mains tremblaient en tenant la tasse. Michael attendit. Il ne dit rien. Il la laissa respirer. Puis, doucement, elle parla. Sa voix était rauque, fêlée par les années de silence et de lutte, mais chaque mot était une délivrance. J'avais 18 ans quand j'ai su que j'étais enceinte de toi. Michael releva la tête, surprise. Émilie regardait le fond de sa tasse, comme si elle s'adressait à un fantôme. J'étais terrifiée. Mais heureuse aussi. Je voulais te le dire. J'ai attendu le bon moment. Et quand j'en ai parlé à ma mère, tout a changé. Elle fit une pause. Sagouri Senowa. Ma mère. Elle était dure. Froide. Mais ce jour-là, j'ai vu autre chose. Une violence que je ne connaissais pas encore. Elle m'a arraché mon téléphone. Elle a appelé des gens. Elle disait que j'avais déshonoré la famille. Que je n'étais plus sa fille. Michael la fixait, le cœur serré. Le lendemain, sans prévenir, elle m'a emmenée dans une voiture. J'ai cru qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital. Mais on a roulé pendant des heures. Jusqu'à un centre religieux isolé, dans le nord du Michigan. On m'a enfermée là. Sans téléphone, sans contact. On m'a dit que je devais me purifier par la souffrance. Elle marqua une autre pause. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Là-bas, j'ai accouché, seule. Le bébé, une petite fille, elle était mort-née. Ils m'ont à peine laissé la voir. Puis ils m'ont dit que c'était la volonté de Dieu. Qu'il fallait que j'oublie. Michael ferma les yeux. Il serrait les poings sur la table. Il aurait voulu remonter le temps, briser chaque mur, hurler son nom. Une nuit, je me suis enfuie. J'ai marché pendant des jours, mendié, dormi dans des gares. Je suis revenue en ville, mais ma maison était vide. Vendue. Tout avait disparu. Je n'avais plus rien. Pas même mon nom. Elle respira longuement, comme si chaque souvenir était une gifle. J'ai fait des petits boulots. Serveuse, femme de ménage, garde d'enfants. Toujours sous des noms différents. Toujours en fuyant quelque chose. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a promis une vie meilleure. Il m'a laissé dès qu'il a su que j'étais enceinte. Elle regarda ses jumeaux, endormis contre elle. Un sourire douloureux apparut sur ses lèvres. Ils sont ma lumière. Ils m'ont sauvée, même quand je ne croyais plus en rien. Elle leva les yeux vers Michael. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. J'avais perdu tout le reste. Mais j'ai gardé la bague. Parce qu'elle était la seule preuve que tout ça avait été vrai. Que j'avais été aimée, au moins une fois. Michael avait les larmes aux yeux. Il avait écouté sans l'interrompre, incapable de parler. Puis, doucement, il tendit la main. Tu n'as plus à fuir, Émilie. Pas avec moi. Pas maintenant. Elle secoua la tête, hésitante. Je ne peux pas accepter ta pitié, Michael. Je ne veux pas être un fardeau. Ce n'est pas de la pitié. C'est de l'amour. C'est ce que j'aurais dû faire depuis toujours. Ce soir-là, il ne l'obligea à rien. Il la raccompagna jusqu'à son abri de fortune, lui donna des vêtements chauds, un sac de provisions, un livre pour les enfants. Et il revint le lendemain. Et le jour suivant. Et celui d'après. Il venait avec des repas chauds, des livres de contes, des petits jouets. Il parlait du lycée, de leurs souvenirs, de la peinture qu'elle aimait, des chansons qu'ils écoutaient en voiture. Il parlait du passé pour lui rappeler qu'elle avait été plus qu'une ombre. Peu à peu, Émilie s'ouvrit. Elle commença à sourire. À rire timidement. Elle le laissa tenir les enfants, les faire rire. Elle accepta de monter avec lui dans un taxi, pour une visite, juste une visite, d'une petite maison discrète qu'il avait trouvée dans un quartier calme. Une maison simple. Avec une chambre pour chacun des enfants. Une cuisine ensoleillée. Un petit atelier pour peindre, avec des toiles blanches prêtes à être utilisées. Elle pleura en entrant. Elle resta.
Michael engagea une thérapeute douce et compétente pour Emily, une institutrice passionnée pour les enfants. Il inscrivit les jumeaux à une école maternelle où l'on valorisait l'expression et la confiance. Il resta présent, chaque jour, non pas en sauveur, mais en allié. En ami fidèle. En l'homme qui n'avait jamais cessé de l'aimer. Et, petit à petit, Emily releva la tétée. elle marcha plus droite. Elle recommença à peindre. Elle recommença à vivre. Les mois passèrent, doucement, comme un lent réveil après un long hiver. Émilie retrouvait peu à peu la lumière en elle, cette étincelle qu'elle croyait à jamais perdue. Sa passion pour le dessin, mise en sommeil par la douleur et la survie, reprit vie. Chaque matin, elle s'installait dans l'atelier lumineux que Michael lui avait aménagé dans une petite galerie d'art du quartier de Wicker Park. Les murs blancs accueillaient ses toiles, encore humides de peinture, où se mêlaient des éclats de couleurs vives et des ombres profondes, témoins d'un passé tourmenté et d'un espoir renaissant. Les visiteurs s'arrêtaient, fascinés. Les œuvres d'Émilie parlaient de force et de douceur, de blessures et de guérison. On sentait à travers chaque coup de pinceau la résilience d'une femme qui avait traversé l'enfer sans jamais perdre son âme. Les critiques furent élogieuses, mais ce qui toucha le public, c'était la sincérité brute de ces tableaux, cette humanité palpable. Un soir d'automne, alors qu'une journaliste lui demandait devant les caméras ce qui l'avait poussée à revenir à la vie, Émilie répondit, la voix tremblante. J'ai compris que je n'étais pas seule. Que mon histoire pouvait redonner de l'espoir à celles qui, comme moi, avaient été brisées. Je veux qu'elle sache qu'elle mérite une seconde chance. L'histoire d'Émilie devint rapidement un symbole. Un exemple puissant de courage et de renaissance. Les appels affluèrent de partout, de femmes sans abri, de familles démunies, de collectivités locales souhaitant créer des programmes d'aide. Michael, qui avait longtemps porté son succès personnel en silence, choisit alors de s'investir pleinement avec Émilie. Ils fondèrent ensemble une organisation dédiée aux femmes sans abri avec enfants, un refuge où il ne s'agissait pas seulement d'offrir un toit, mais de restaurer la dignité, la confiance et la créativité. Pendant ce temps, Lily et Jacob, leurs petits jumeaux, grandissaient entourés d'amour. Joyeux et curieux, ils fleurissaient comme des bourgeons au printemps. Michael s'était naturellement imposé comme un pilier, un père de cœur qui veillait sur eux avec douceur et détermination. Un soir d'été, alors que le ciel s'était teinté d'un violet profond et que les lucioles commençaient à danser dans l'ombre des grands chênes du jardin, Michael prit la main d'Émilie. Ils étaient assis sur une vieille couverture, les rires des enfants s'évanouissant au loin, bercés par la brise chaude et le chant lointain des grillons. Il sortit une petite boîte veloutée. Émilie croisa son regard, le cœur battant. Michael s'agenouilla lentement, avec une tendresse infinie dans les yeux. Il ouvrit la boîte, révélant une bague fine en or blanc, sertie d'un saphir bleu profond, un hommage discret à leur première bague, symbole de promesses tenues à travers le temps. « Tu n'as pas à me dire oui maintenant, » murmura-t-il. « Mais je veux que tu saches que je suis prêt à t'aimer, toi, et nos enfants, chaque jour, pour le reste de ma vie. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Émilie, illuminant son visage d'une douceur qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. « J'ai porté ta promesse pendant 20 ans, » répondit-elle, la voix fragile mais ferme. « Je suis enfin prête à te la rendre. » Aujourd'hui, Michael et Émilie dirigent leur fondation, toujours animés par la même force, la même compassion. Leur histoire a touché le pays, non parce qu'elle ressemble à un conte de fées, mais parce qu'elle révèle une vérité universelle. L'amour véritable survit au temps, à la douleur, aux injustices. Et quelque part, dans une vitrine du musée d'art contemporain de Chicago, sous une lumière douce et tamisée, repose une bague simple, en or blanc, avec une gravure presque effacée par les années. Une bague qui a survécu à tout. Comme eux.